Bonsoir à tous, merci d'être venus. C'est pour moi un moment émouvant où le temps et l'espace se rassemblent en quelque sorte dans une salle. La pire de la HEP, bien sûr, mais je l'ai choisi et je vous dirai pourquoi. J'excuse tous ceux qui m'ont envoyé des messages très sympathiques, y compris le recteur a bloqué dans une séance à Berne, bien sûr, mais l'avenir de la HEP en dépend, donc on lui pardonne volontiers. Et j'excuse surtout ma femme Sylviane qui est en train de pouponner notre 5e petit-fils sur un tournage à Paris. Et c'est ce qu'on appelle un enfant de Laval, c'est se retrouver à 2 mois pour la première fois sur un tournage où joue sa mère, voilà. C'est un destin de comédien. Le rite académique de la leçon d'adieu est un rite qui est assez prescriptif. La leçon d'adieu doit durer 3/4 d'heure, 1 heure. Il n'y a pas de question. Elle est suivie d'un verre. Il n'y a pas de débat. C'est un adieu. Et c'est évidemment le verre de l'amitié avec lequel l'UER nous invite. Et je remercie Philippe Berti qui est absent, mais qui a fait le sacrifice nécessaire de nous offrir à tous un verre. Et c'est un trait d'amitié dont je suis très reconnaissant. Je me rappelle de la leçon d'adieu du professeur Rivier à l'université. Ça remonte et son thème était le chant du cygne, puisque lui avait décidé d'étudier ce thème dans sa leçon d'adieu. Le chant du cygne, comme vous savez, n'est jamais aussi beau que quand il va mourir. Et ça suppose symboliquement que en fait, le conférencier meurt à la fin de la conférence. Mais j'aurai l'occasion de reprendre ce thème. Et rassurez-vous, je n'ai pas du tout l'intention de mourir, mais j'ai ressenti le besoin dans cette école qui n'est pas encore une université, mais qui est appelée à le devenir, sinon de faire tradition, parce que comme vous allez voir, c'est très difficile de faire tradition, ça demande beaucoup de souffrance et beaucoup en quelque sorte d'endurance, mais j'espère que d'autres que moi, en partant de cette école, auront l'idée de faire des leçons d'adieu. En tout cas, je peux que leur recommander en vous voyant. Je vois l'amitié qui rassemble des mondes différents, des périodes différentes, des moments différents. Et c'est évidemment très très gratifiant. Voilà, alors j'ai choisi cette salle, c'est la pire de tout le bâtiment. Elle n'a pas d'air, elle n'a pas de lumière, et quand j'enseignais dans cette salle, elle n'avait même pas de son. Au bout de 10 rangs, on n'entendait plus rien, et le retour ne se faisait pas non plus, c'est-à-dire que les gens pouvaient bavarder absolument impunément, devant, on n'entendait rien. Ma situation était encore plus horrible, c'est que j'étais chargé de faire le grand cours du directeur pour les volets d'étudiants du séminaire pédagogique, et ça correspondait à peu près au cours du commandant de compagnie dans les écoles de recrues, c'est-à-dire, il faut expliquer le règlement de service. Alors, ce cours était vraiment embarrassant parce qu'en plus, moi, j'arrivais là, j'ai fait des paradoxes, donc personne ne comprenait rien. J'étais censé être sérieux, donner une image sérieuse d'un métier sérieux, et j'avais en fait en tête plutôt les résultats de mes recherches sur la pédagogie, et j'avais en fait abordé le problème du prof. Je me rappelle en particulier une leçon qui avait catastrophé les auditeurs. J'avais parlé d'un livre de Maschino qui s'appelle « Quand les profs craquent ». Et qui étudie les différents modes de départ en psychose des profs. Voilà, ce n'était pas un sujet populaire, et à l'époque, en fait, je me rappelle d'avoir ressenti effectivement dans cet auditoire parmi les pires moments pédagogiques de ma vie, donc c'est ici en quelque sorte que devait se livrer la dernière bataille ou nulle part ailleurs. Après 10 ans d'assistanat, j'avais abjuré l'univers académique, ses pompes et ses œuvres. J'avais décidé que ce mode de spécialisation et de concurrence m'était parfaitement contraire, et j'avais clairement choisi le gymnase. C'est en fait pour une sorte de complément du gymnase qui m'avait fait arriver au séminaire pédagogique, mais je le voyais comme un complément du gymnase. Et ce n'est que quand la HEP, après s'être effondrée une première fois, a décidé de devenir tertiaire, de devenir université, que l'enseignement supérieur m'a rattrapé par les bretelles
Et comme j'avais été dans l'incubateur de l'Uni, ça m'a donné l'idée de conclure en fait mon enseignement dans cette maison par une leçon d'adieu. Depuis 1990, je suis dans cette maison. 27 ans de boutique au service de la formation des profs, 10 ans avec le SPES et 17 ans avec la HEP. Le directeur du SPES, qui était quelqu'un que j'aimais beaucoup, Gérard Bobert, avait été écarté de la direction de la HEP. Et à un moment donné, nous étions, pour ceux qui connaissent les romans japonais, nous étions les Ronin du SPES, c'est-à-dire des gens qui n'avaient plus de seigneur et qui devaient se battre pour leur compte, comme dans les 7 samouraïs. Et pour ma part, eh bien, j'avais décidé, comme dans Moby Dick, je multiplie les images littéraires, peut-être de manière abusive. Dans Moby Dick, vous savez, la question c'est qu'est-ce qui va échapper à la baleine? Qu'est-ce qui sera trop petit pour que la baleine blanche qui a décidé de détruire le bateau puisse lui échapper? Et en fait, c'est le cercueil du harponneur qui va sauver le narrateur, parce que la question c'est comment faire un roman de 500 pages en 10 jours si on meurt à la fin. C'est problématique du point de vue de la construction, bien entendu narrative. Et en l'occurrence, il m'est apparu que le cercueil du harponneur, c'était la didactique de philosophie. Je me suis dit là, personne ne voudra ça. Et que par conséquent, je pourrais échapper à la baleine blanche. Et c'est ce que j'ai fait. Quand la baleine blanche a détruit tous les Ronin du SPES et qu'au fond les gens sont partis dégoûtés, eh bien je suis resté dans la didactique de philosophie à mon tout petit niveau. Je pensais que j'avais aucun avenir dans cette maison et j'étais loin de penser que je finirais professeur à 50%. Mais ce qui est très important, c'est que la pédagogie m'avait beaucoup occupé dans les années 90. François-Louis Raymond, le directeur du SPES, m'avait confié un cours à option qui était en fait que j'avais intitulé assez pompeusement, Foucault venait de mourir et j'étais encore pénétré par toutes les idées que j'avais sur une thèse sur Foucault, qui s'écrira peut-être un jour si j'ai de la chance. Eh bien, je l'avais intitulé Histoire et philosophie des systèmes scolaires. Mon idée était qu'on pouvait, à la fois par l'étude des dispositifs scolaires, depuis la haute antiquité jusqu'à nos jours, et par les réformes scolaires, et par les théories, donner une sorte de philosophie de l'école et parvenir en fait à une vue complète de cette institution. Dans cette époque, à la fin des années 80, quand j'ai commencé à m'intéresser à la pédagogie, il y avait deux camps très marqués. J'arrive à Hannah Arendt par ce biais. Il y avait un camp républicain et un camp démocrate. Le camp républicain défendait en France le système scolaire élitiste, le système républicain, le système du mérite, qui devait garantir l'excellence des fonctionnaires de la République et qui sacrifiait, il faut bien le dire, le reste de la population. Une amie que j'aime beaucoup, qui est ma collègue au lycée de Saint-Raphaël, était venue faire une présentation ici. Je lui avais dit, mais les gens qui ne font pas de philosophie, ce n'est pas des citoyens? Elle m'a répondu, après réflexion, non, ce n'est pas des citoyens. Voilà. Donc, on voit en fait un système qui, aujourd'hui, évidemment, est, disons, un peu au bout de course, mais qui était vraiment, sincèrement et profondément élitaire. Et on voit par exemple que par des voies dérivées du genre classe bilingue ou lettres anciennes, ils se reproduisent en fait quelque sorte l'élitisme républicain, mais sur un mode malheureux bien entendu. L'autre sentiment qu'on avait, c'était qu'on était dans une démocratie et que dans une démocratie, tout le monde doit pouvoir trouver quelque chose à l'école. Et que c'est pas tellement le classement de l'élitisme qui va être déterminant, c'est plutôt le résultat de tout le monde. Et en fait, l'esprit des enquêtes PISA commençait à exercer une assez forte pression sur les systèmes scolaires pour garantir quelque chose à tout le monde. Mais les gens qui voulaient garantir quelque chose à tout le monde étaient la bête noire du camp républicain. Les intellectuels très prestigieux étaient tous dans le camp républicain. Finkielkraut, que j'ai fait venir à Interlaken, Milner, que j'ai fait venir dans cette maison, et autres, au fond, moi je m'inscrivais plutôt de ce côté-là, parce que de ce côté étaient les intellectuels, et de l'autre côté il y avait les pédagogues, qui en fait étaient mus par une idéologie abominable, celle d'abolir la culture au profit des savoir-faire. Alors comme depuis tout petit je me demande si la culture va résister
à l'histoire, et que c'est une des questions qui m'ont le plus profondément, au fond, tourmenté, eh bien, je voulais sauver la culture. Mais en fait, je ne connaissais rien à l'école. J'enseignais déjà depuis 1978, mais je ne connaissais rien à l'école ni au système scolaire, et je n'avais pas réfléchi du tout à tout cela. Donc j'ai été, en fait, en m'occupant de pédagogie assez doucement, de, si j'ose dire, de Milner à Mérieux. Et j'ai découvert que Mérieux est un auteur remarquable, qui a fait des études tout à fait remarquables et qui est animé par un esprit remarquable. Et j'ai même été plus loin, puisque je suis arrivé à Tozzi, que j'ai invité ici, ce qui a provoqué un clash absolument total. Bon, il faut dire qu'en recherchant sur l'école et la pédagogie, on était assez seuls. En gros, si l'État de Vaud avait voulu installer cette option PPP, qui existe en Suisse alémanique, qui est la maturité des instituteurs, en grande partie, c'est philosophie, psychologie, pédagogie. Il n'y avait que 2 profs de psychologie à l'époque, quand on a installé la psychologie en 2097, excusez-moi. Ces premières volées, c'est 2001. Et à ce moment-là, il n'y avait que 2 profs de psychologie pour enseigner la psychologie dans le canton de Vaud. Donc c'est les philosophes qui ont dû faire le travail pendant 10 ans. Après, il est arrivé des gens qui enseignent. Bon, nous on trouve qu'ils enseignent mal, mais ça c'est un problème de, si j'ose dire, de corporation. Donc je crois qu'il faut les laisser à leur devenir pédagogique, il faut les laisser apprendre à enseigner, il faut les laisser se servir de leur branche. Mais à ce moment-là, évidemment, la psychologie est devenue importante pour moi, j'y reviendrai. Ce qui est intéressant, c'est en fait que cette OSPPP, si on avait voulu faire, on a déjà fait PP, ce qui avait fait hurler les philosophes, et c'est les philosophes qui ont dû faire de la psychologie, c'est encore dans le cas de nombreux gymnases, si on avait voulu faire PPP avec de la pédagogie, là il n'y avait vraiment plus personne. Je crois que j'aurais levé le doigt en disant moi je veux bien faire ça, mais que j'aurais été vraiment très très seul à pouvoir dire ben oui, moi j'ai lu les textes de Pestalozzi, j'ai lu les textes de Piaget, je suis au courant de cette traduction de Freinet, de Montessori, etc. Et je souhaite en fait faire de la pédagogie. Alors j'ai, en invitant Tozzi, essayé de rassembler mes collègues autour de quelqu'un qui me semblait émergent dans la didactique de philosophie. Et ce cours a été la seule catastrophe que j'ai enregistrée dans l'ensemble des formations continues que j'ai essayé d'organiser, mais cette catastrophe a été absolument totale. Je voudrais dire à ce moment-là, puisque au fond, après la pédagogie, la psychologie s'est présentée à moi. J'avais tous les préjugés des philosophes sur la psychologie, ceux de Canguilhem, etc., ça n'existe pas, épistémologiquement c'est informe, etc. Et en fait, à ce moment-là, j'ai découvert qu'il y avait une certaine consistance de la psychologie en dehors de Freud. Et je me suis mis justement à l'école. Je suis retourné à l'université pour suivre des cours de psychologie, en neuropsychologie, avec l'examen avec Mme Schenk, où j'ai réussi à faire 4,5, j'y crois pas. Et donc je me suis dit que voilà, il fallait apprendre quelque chose, et qu'il y avait quelque chose à apprendre, il ne fallait pas faire le philosophe et prétendre tout connaître sans avoir rien lu. Et je me suis en fait évidemment horriblement déplu, parce qu'à ce moment-là, l'université avait complètement changé, que l'université humboldtienne, absolument charmante et personnalisée que j'avais connue, université qui laissait chacun au fond dans son jus et qui montrait une merveilleuse écoute libérale de chacun, avait disparu au profit d'une usine à savoir, et dans lequel l'administration totalement tyrannique n'acceptait pas le moindre retard dans quoi que ce soit. Et moi qui travaillais à plein temps, ma situation était évidemment difficile, donc j'ai pas pu aller au bout de ces recherches. D'ailleurs, j'en avais plus besoin, puisque au fond j'avais trouvé ce que je voulais, ce qui me manquait. Et à ce moment-là, j'ai enseigné la psychologie pendant 10 ans. Et j'ai défendu la psychologie, je la défends toujours, je pense qu'elle a sa place dans l'enseignement, pas seulement comme option, mais pour tout le monde, parce que c'est un des enseignements, j'y reviendrai, qui oblige les élèves à sortir d'une attitude moratoire. L'adolescent apprend de manière moratoire, il apprend pour plus tard. Il apprend pour le lendemain de travail écrit, puis le reste c'est pour plus tard, on verra, ça n'a pas d'importance, il ne faut pas le garder. Et la capacité des adolescents à vider leur mémoire de travail, pour Ebbinghaus, fait que, en fait, les gens croient qu'ils leur ont appris quelque chose parce qu'ils ont fait des bons travaux écrits, mais en fait, ça ne sert à rien parce qu'ils n'ont rien gardé. Et ils n'ont rien gardé parce qu'ils sont dans une attitude moratoire. L'attitude de l'adulte est exactement
contraire, l'adulte veut comprendre. Et quand on enseigne aux adultes, on a un tout autre niveau d'exigence par rapport à soi-même, parce qu'il faut tout expliquer. Alors que l'adolescent n'a rien besoin d'expliquer, il va apprendre par cœur. Et s'il ne comprend pas, il s'en fiche parce qu'il a l'habitude de perdre la face. Donc, alors que l'adulte ne supporte pas de perdre la face. Donc ça, c'est les petites découvertes que j'ai faites pour ce qui concerne la part sociale de mon enseignement, puisque j'avais eu la chance de recevoir une très bonne formation, une très haute éducation. J'avais besoin de le donner à ceux qui n'avaient pas eu cette chance. Et j'ai toujours ressenti que ce que j'avais reçu, je le devais un peu aux autres. Alors, je me suis engagé dans la formation des maîtres, certes, mais surtout au gymnase du soir, à l'université populaire, et puis à Connaissance 3, pour essayer de faire des cours pour les adultes, et finalement même le gymnase des parents, ce qui a été une révolution. J'ai fait des cours de psychologie aux parents, et les parents ont été en fait merveilleusement reconnaissants qu'on ait un lien avec le gymnase de leurs enfants. Et c'est très très intéressant, j'espère que cette initiative continuera, mais elle a énormément d'importance dans mon parcours par rapport à l'usage qu'on peut faire de la psychologie comme une branche qui touche tout le monde tout de suite. C'est la seule branche qui touche tout le monde tout de suite. Tout le monde est concerné. Quand vous faites un cours de psychologie, tout le monde voit des choses sur sa vie, sur les gens qu'il connaît, etc. Ça a une réponse immédiate. Et pour moi, c'est un contre-modèle pédagogique sur la plupart des choses qu'on voit comme étant renforcement de techniques et de compétences et de savoir-faire. Voilà, ça c'est le problème de la psychologie. Maintenant, évidemment, le chaos épistémologique qui règne en psychologie est total. J'ai pratiquement vu personne être capable de mettre de l'ordre dans les idées psychologiques fondamentales, ni les articuler les unes aux autres. Et si la philosophie était dans cet état, je ne serais pas fier. Donc j'arrivais avec un besoin épistémologique très fort, et ce besoin n'était pas ressenti par les psychologues. Les psychologues sont des gens qui se satisfont de quelques théories d'une recherche, et puis après, quand cette recherche est finie, bon, on en fait une autre, mais ils ont pris le modèle des sciences de la nature qui consiste à jamais avoir de vue d'ensemble. Et pour moi, c'était une vraie torture, parce qu'au fond, il y a des trésors en psychologie, et ces trésors sont absolument pas exploités. Mais bon, j'avais plus, à 50 ans, je n'allais pas faire l'épistémologie de la psychologie à moi tout seul. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté par mon métier au gymnase. Mais, je dois rendre hommage à l'HEP. Au moment de la fin des institutions de formation et du passage à l'HEP, on a eu des cours extraordinaires qui étaient offerts aux formateurs pour se requalifier en vue de la nomination dans la HEP, qui n'était pas du tout automatique. Il fallait passer une redoutable commission. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on a eu des cours de gestion des conflits, de communication non violente, d'APP, de PNL, etc., de techniques d'entretien, des cours qui auraient coûté extrêmement cher dans le privé et qui nous ont été donnés gratuitement dans l'espoir qu'on ferait quelques progrès dans ce domaine. Et je dois dire que c'est un nouveau monde qui s'est révélé devant moi, le monde de la relation. Alors j'en arrive à la perte de tous mes amis, c'est-à-dire que la philosophie était à l'époque, selon le slogan, le mantra, je devrais presque dire, sa propre didactique. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est qu'il était interdit de s'interroger sur la relation philosophique. La relation philosophique était donnée comme telle par le modèle universitaire, et quelque sorte questions qui pouvaient être posées étaient ressenties comme de l'antiphilosophie. Donc ça, c'est un moment très particulier dont je vous parle, qui est j'oublie pas Arendt, parce que les textes d'Arendt servaient effectivement de division blindée dans ces débats. Pas de mon côté, bien entendu, donc il me faudra quand même quelques minutes pour retourner à Arendt de mon côté. Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, l'université m'est apparue comme étant d'origine féodale. Vous savez que tous les fondateurs de l'université, Abélard, etc., étaient des chevaliers, ce n'étaient pas des clercs. Ils ont dû se faire tonsurer quand ils étaient Abélard, s'est clairement fait tonsurer parce qu'il a été castré. Donc voilà, il dit maintenant que c'est fini, il faut que je fasse quelque chose, je vais traper. Voilà, il part dans un monastère pourri et les moines essayent de l'empoisonner avec le vin de messe. Donc
Donc ça ne réussit pas trop. Et il revient tournoyer dans l'université avec beaucoup de succès, mais c'est toujours un tournoi. Je vous rappelle que tournoyer est une réalité féodale. C'est comme ça que les jeunes peuvent s'armer, pensez à Perceval. Il faut faire tomber les chevaliers bien équipés, leur prendre leur équipement et les ressonner. Et c'est un jeu collectif. Et l'université, c'est un jeu de ce genre-là. On vous présente un conférencier, il faut l'abattre. Et vous vous trouvez, dans les séances de philosophie, c'était tout à fait rituel, vous vous trouvez devant l'homme à abattre, cet conférencier. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de